Bonjour et bienvenue chez Mike's Reptipark. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une petite vidéo sur l'élevage de nos Brachylophus. Donc, je maintiens depuis 1 an et demi un couple de Brachylophus Bula Bula que j'ai sélectionné à l'étranger pour des critères de coloration. Donc je vais vous présenter un petit peu l'habitat dans lequel je les maintiens. Donc c'est un terrarium qui représente 2,50 m en longueur sur 3 mètres en hauteur et plus ou moins 1,80 m, 2 mètres en profondeur, avec beaucoup de branches, parce que c'est une espèce essentiellement arboricole qui vit dans les îles Fidji et qui a besoin de beaucoup de végétation. Donc on va les maintenir avec beaucoup de plantes. J'ai moi décidé d'utiliser des plantes artificielles pour plus de facilité. J'ai intégré un petit peu de plantes naturelles comme du pothos, mais essentiellement de l'artificiel, beaucoup de branches et un substrat à la base d'écorce de pin. Donc au niveau de l'élaboration du terrarium, j'ai installé une plateforme à mi-hauteur car les iguanes aiment bien se sentir supérieurs à l'être humain. Un iguane qui est en hauteur est un iguane en bonne santé. Un iguane qui vit ou qui se place de manière trop régulière au sol est un iguane trop stressé qui ne se sent pas bien. Au niveau des températures, j'ai installé un basking spot au niveau d'une branche qui me permet d'avoir un point chaud local qui va se situer plus ou moins à 32 degrés et une lampe vapeur de mercure qui m'apporte de la chaleur, de l'éclairage et aussi des UVB de manière un peu plus intense sous un point chaud. Ça permet à l'animal d'assimiler facilement la vitamine D3 et le calcium lorsqu'il s'expose à un gradient thermique plus important. Alors le fait d'utiliser une lampe 3 en 1, comme on l'appelle souvent, ça ne dispense pas d'utiliser des néons UVB à certains endroits du terrarium, comme j'ai placé ici à droite et ici à gauche. Tout simplement parce que l'animal, lorsqu'il s'expose à son point le plus chaud, effectivement, il a beaucoup d'UV, mais lorsqu'il s'expose ailleurs, dans son terrarium, dans des zones plus fraîches, il n'en aurait pas du tout. Dans la nature, si on prend un UV-mètre et qu'on capte les UVB qu'il va y avoir, par exemple, sous un rayonnement du soleil, on va avoir plus d'UV, mais si on met un UV-mètre ailleurs, à un endroit où il y a moins de rayons, il y en a quand même. Donc c'est important qu'il y ait des UV partout, et on peut forcément avoir un point plus concentré, plus important. J'ai aussi travaillé sur la lumière du jour. La lumière du jour, elle est importante pour tous les reptiles, que ce soit caméléons, que ce soit agames barbus, certains varans, etc. On se doit toujours de recréer une clarté importante comme dans le milieu naturel. Donc j'ai travaillé avec des projecteurs LED, des projecteurs HQI aussi parfois, pour fournir une luminosité importante et qu'ils aient aussi plus de visuel. La luminosité joue sur l'activité des reptiles. Donc s'ils sont plus actifs, ils mangent plus. S'ils mangent plus, ben, ils sont en meilleure forme. Ça stimule aussi la reproduction. Enfin, ça en a au final que des avantages. Alors j'ai placé un bac de ponte qui se situe en hauteur pour que la femelle soit à l'aise en période de ponte, qu'elle puisse creuser et installer ses œufs, qui est constitué de sphènes et de tourbes de coco. J'en ai placé un aussi au sol. Comme ça, si elle veut descendre et pondre ses œufs, ça arrive parfois. J'ai déjà eu une ponte en hauteur et aussi une ponte au sol. Généralement, les pontes sont de 2 à 4 œufs, généralement plus 3 œufs, qui vont nécessiter une période d'incubation à une trentaine de degrés, 80% d'humidité, qui va durer plus ou moins entre 3 mois et 3 mois et demi. Je les nourris essentiellement avec des gamelles qui sont constituées vraiment d'un large choix. Ils ont besoin de beaucoup de choix, de légumes riches en calcium et phosphore. Ça représente 80% de l'alimentation. Je vais sélectionner de la scarole, de la salade de blé, du cresson, de la salade frisée, des pissenlits, des feuilles de céleri, de l'endive. On en parle du trèfle aussi parfois. 20% de fruits. Les fruits les meilleurs sont les fruits les plus chers. C'est les fruits les plus riches en calcium phosphore. C'est l'avocat, la mangue, la papaye et la figue fraîche. Je vais aussi y ajouter un complément alimentaire sous forme de granulés qui est vendu par la marque Sommet, une marque que j'aime beaucoup pour la qualité de ses produits et qui sont les légumes qu'on a plus de difficultés à trouver par chez nous, comme de la luzerne, des feuilles d'hibiscus, de la moutarde, etc.
Une fois par semaine, je vais leur donner un apport d'insectes qui va être constitué essentiellement de teignes de ruche. Parce que les teignes de ruche n'ont pas de chitine et vont permettre d'éviter tout type d'occlusion intestinale, et ça permet d'avoir le rapport hebdomadaire en insectes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'iguane est territoriale. Alors si on compare l'iguane des îles Fidji par rapport à l'iguana iguana, qui est le plus vendu en terrariophilie, ben, il est forcément moins dangereux par rapport à son impact, mais il garde quand même un comportement de territorialité important entre congénères. Donc ici, je loge un couple ensemble. Si par exemple je déciderais d'enlever la femelle du terrarium, il n'est pas dit que sans aucune difficulté, le mâle la réaccepterait plus tard. Les accouplements sont aussi parfois assez violents, surtout si la femelle par exemple est gravide et qu'elle ne souhaite pas davantage d'accouplement. Ça peut engendrer des graves blessures puisque la peau de l'iguane des îles Fidji est très fine, mais ça se régénère relativement bien. En conclusion, il faut avoir l'œil sur ces animaux, c'est très important, et il faut pouvoir réagir au bon moment, soigner la femelle au besoin, et essayer de constituer le meilleur décor pour que chacun ait son territoire, qu'il y ait beaucoup de cachettes, pour éviter les petites tensions de la vie en groupe. Bien sûr, de mâle, c'est impossible. Et il faut, au besoin, dans les cas les plus extrêmes, avoir la possibilité de séparer la femelle et après tenter des petites tactiques pour pouvoir la réintégrer plus tard sans que ça ait un impact trop important. Ici, justement, on peut voir le mâle qui veut montrer que c'est lui le chef, il veut affirmer sa territorialité, parce que je l'ai manipulé un tout petit peu avant. Il a foncé en coloration et il n'est pas très content du tout. Enfin, voilà, super espèce, j'adore de par ses couleurs. C'est une espèce qui est en annexe 1, donc elle est protégée par la Convention de Washington. Elle est vendue avec feuille CITES intracommunautaire et en Belgique et en France avec puce électronique. On vient vérifier que les animaux sont bien en captivité et pas issus de trafic. C'est ma première reproduction, j'ai eu 2 pontes cette saison, et sur les 2 pontes, donc de 2 fois 3 œufs, j'ai eu 5 bébés qui sont nés, dont 3 femelles et 2 mâles. L'acclimatation des juvéniles est assez particulière, assez impressionnante de par le stress qu'elle peut générer quand on n'a pas l'habitude. Moi, je n'avais pas l'habitude de démarrer les petits bébés, et en fait, il faut savoir que les iguanes des îles Fidji, quand ils naissent, ils ne mangent pas tout de suite. Généralement, la majorité des reptiles, des lézards, va manger après quelques jours. Là, ça va prendre 2 semaines à peu près avant qu'ils commencent à s'alimenter correctement. Ils ont besoin aussi d'un apport en insectes un petit peu plus important, mais qui doit être bien dosé. Et il y a des petites tactiques qui permettent de faire un suivi des animaux pour qu'ils ne soient pas trop faibles en sucre et en force. Et après le cap des 2 semaines, on voit que les animaux commencent justement tout doucement à manger des végétaux. Ils ont toujours une petite préférence pour les insectes, mais ils commencent tout doucement à goûter ces légumes et ces fruits qui sont riches en calcium-phosphore. La croissance de cet animal est très rapide. On peut avoir des sujets généralement à la naissance qui font 10 à 15 cm avec la queue, et qui après 3 mois de maintien font déjà 25 cm avec la queue. D'où le fait de devoir les acclimater dans un petit terrarium, mais de devoir très vite changer pour des terrariums supérieurs, justement pour pouvoir gérer ce problème de territorialité dont on a discuté précédemment. Donc vraiment, si on peut faire un petit résumé, c'est une installation très importante en termes de dimension, avec beaucoup d'UVB, les bons paramètres de température, une clarté naturelle importante et beaucoup de cachettes. Le bon régime alimentaire et une gestion au quotidien de la territorialité entre les sujets. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre notre site internet www.myxreptipark.be. Vous pouvez nous rejoindre également sur notre compte Facebook. Il y a un compte Facebook qui s'appelle Mike Omra,
Il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Mike's Reptipark où vous pouvez voir un petit peu toutes les nouveautés que l'on rentre chaque semaine, nos naissances au sein de l'infrastructure. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.